Bonjour tout le monde, donc un nouveau chapitre sur la programmation en langage Python qui va traiter une notion très utilisée en programmation qui sont les chaînes de caractères. On a déjà utilisé les chaînes de caractères pas mal de fois dans les sections précédentes, mais on va voir comment les objets de type chaîne de caractères sont très puissants et possèdent beaucoup de fonctionnalités qu'on peut exploiter pour faire plein de choses en programmation. On sait très bien on a déjà défini qu'une chaîne de caractères est une structure de données correspondant à une suite de caractères. Une chaîne de caractères, c'est une suite de caractères. En langage Python, ce sont des objets de type str, string, qui sont dénumétés ou bien que vous pouvez créer en utilisant trois méthodes. Donc, vous pouvez utiliser des guillemets simples, comme par exemple pour le mot bonjour, ou bien des guillemets doubles, pour remplacer des guillemets simples par des guillemets doubles, ou bien des guillemets triples. L'utilisation de cette dernière technique, des guillemets triples, permet de faire ou bien de déclarer une chaîne de caractères sur plusieurs lignes. Voilà. Donc, une chaîne de caractères est un type de données non mutable. On a déjà vu, on a parlé d'une manière courte sur les données mutables en programmation en Python, en programmation en général, et non mutables. Les données mutables, ça veut dire données modifiables, comme par exemple les listes, et non mutables comme du tuple. Donc, les chaînes de caractères, ils peuvent être considérés comme des données non mutables, comme des tuples. Donc, on ne peut pas modifier un ou plusieurs caractères d'une chaîne de caractères. Modifier, ça veut dire ajouter ou supprimer, ou modifier un caractère à un emplacement donné. Donc, si on ajoute un caractère ou bien toute une chaîne de caractères par opération de concaténation à une chaîne qui existe déjà, le résultat, c'est la création d'une nouvelle chaîne à une nouvelle adresse mémoire. C'est un nouvel objet. Donc, c'est pas le même. On peut donc traiter une chaîne comme un tuple. C'est-à-dire qu'on peut calculer la longueur d'une chaîne, et on l'a déjà fait plusieurs fois avec la fonction len. On peut faire du slicing, comme ce qu'on a fait pour le tuple et pour les listes. Et la plupart des opérations qui ne permettent pas de faire des modifications pour les listes restent valables pour les chaînes de caractères. On va voir en détail cette partie. Une notion très importante qu'on a déjà introduite dans les chapitres précédents, ce sont les caractères d'échappement. Donc, lorsque entre les double quotes, les simples quotes ou les triple quotes, on utilise le caractère anti-slash, ça permet de transformer immédiatement le caractère qui va suivre. En d'autres termes, l'anti-slash est un caractère spécial. Donc, si on écrit anti-slash suivi de n, ça veut dire qu'on cherche à faire un saut de ligne à l'endroit où on a écrit anti-slash n. Anti-slash puis le caractère t, ça veut dire qu'on cherche à faire une tabulation. Une tabulation, ça veut dire plusieurs espaces. Anti-slash b, ça veut dire qu'on cherche à supprimer le caractère de gauche. Si on utilise anti-slash b plusieurs fois, ça veut dire qu'on va chercher à supprimer plusieurs caractères à partir de la gauche. Donc anti-slash a, c'est un bip sonore. Ça ne fonctionne pas dans tous les ordinateurs. Ça peut fonctionner, vous pouvez l'essayer. Si on cherche à écrire apostrophe, il faut impérativement, vous avez deux méthodes, soit vous commencez à vous déclarer une chaîne en utilisant les double quotes, et vous avez le choix d'utiliser le simple quote comme vous voulez à l'intérieur, entre les deux double quotes. Sinon, si vous êtes
habitué à définir vos chaînes de caractères en utilisant un simple code, et vous voulez écrire un simple code, il suffit de le précéder par anti-slash. C'est le caractère simple code, mais il faut faire attention, il ne va pas permettre de fermer la chaîne. Même chose pour double quote. Donc, si vous avez commencé votre chaîne avec double quote, donc, et vous voulez écrire double quote à l'intérieur de la chaîne, utilisez anti-slash avant d'écrire les double quotes. De même, si vous voulez écrire un anti-slash, il faut l'écrire 2 fois. Donc, double anti-slash pour écrire anti-slash. On a dit qu'une chaîne de caractères est un objet, est une séquence de caractères non mutables. Donc les opérations sur les séquences non mutables, comme on vient de dire, restent valables pour les chaînes de caractères. Ça veut dire qu'on peut utiliser les opérateurs booléens in et not in pour tester est-ce qu'un caractère appartient à une chaîne ou non. On peut faire de la concaténation avec l'opérateur plus. Faire la duplication ou la répétition avec l'opérateur de produit de multiplication et droit. Donc on multiplie une chaîne par un entier. Calculer la longueur d'une chaîne avec la fonction len. Donc il va renvoyer la longueur, le nombre de caractères de la chaîne donnée en paramètres. Faire un accès indexé en utilisant les crochets et en donnant la position d'un caractère à partir de 0 jusqu'au nombre de caractères moins 1. Faire du slicing, de manière générale, c'est ch de i, 2.j, 2.k, i c'est l'indice de début, 0 ou rien, si vous voulez commencer par le premier caractère de ch. J c'est l'indice de fin. Donc vous donnez un caractère, un nombre supérieur à la longueur de la chaîne, ou bien vous ne mettez rien si vous voulez aller jusqu'à la fin de la chaîne. Et K c'est le pas. Voilà. La fonction min et max, il renvoie un caractère en fonction de son code ASCII. Donc min, il renvoie le caractère de plus petite valeur du code ASCII, et max envoie le caractère qui a la valeur max du code ASCII. On peut rechercher un caractère par son indice. Donc ch.index de x, il permet de chercher l'indice de x à l'intérieur de ch et compter le nombre d'occurrences d'un caractère x dans une chaîne ch avec la méthode count qu'on a vu lorsque nous avons étudié les listes et les tuples. Vous pouvez revenir à ce chapitre pour plus d'éclaircissement sur ces méthodes. Tout comme les listes et les tuples, les chaînes sont itérables. Donc une chaîne est un itérateur. On a déjà vu lorsqu'on a vu la notion de structure itérative. Et on l'a utilisé plusieurs fois. Donc une boucle, une chaîne de caractères peut être parcourue dans une boucle for. Par contre, deux fonctions très intéressantes, très utiles pour les chaînes sont la fonction ORT qui permet de récupérer le code ASCII d'un caractère donné en paramètres. Donc, si vous voulez recevoir le code ASCII d'un caractère, il suffit d'utiliser cette fonction en donnant en paramètre deux caractères entre simple code ou double code. La fonction CHR, il fait l'inverse, c'est-à-dire il vous donne un caractère à partir de son code ASCII. Ils sont très utiles, par exemple, pour convertir une chaîne manuellement de majuscules, pour modifier la cache, voilà. En plus des méthodes partagées avec les objets non mutables, les chaînes possèdent un nombre très important de méthodes qui leur sont propres. Ces méthodes ont souvent un comportement par défaut
qui peut être personnalisé en précisant la valeur de paramètres facultatifs, c'est-à-dire que la plupart des méthodes, ils ont des paramètres, et ces paramètres, ils ont des valeurs par défaut. Donc vous avez le choix soit d'utiliser ces méthodes sans préciser des valeurs pour ces paramètres, et vous allez travailler avec les valeurs par défaut, ce qui veut dire que vous allez travailler avec le comportement par défaut de ces méthodes. Sinon, vous pouvez personnaliser le fonctionnement de ces méthodes en précisant les paramètres. Donc on va passer à la partie suivante pour laquelle on va étudier les méthodes les plus importantes pour les chaînes de caractères. Dans cette section, on va voir quelques méthodes très utiles sur les chaînes de caractères. Et avant de commencer, on va faire un rappel sur la différence entre une méthode et une fonction. On l'a déjà fait pour les listes. On va le faire également pour les chaînes de caractères, juste à titre de rappel. Donc une méthode est une fonction, mais elle a un caractère spécial, c'est qu'elle est toujours appelée par un objet, d'un type donné bien sûr, mais dans notre cas, ça sera toujours des chaînes de caractères qui vont faire appel à la méthode. Donc la syntaxe de cet appel est toujours le même, c'est un objet de type chaîne de caractères, donc ça peut être une chaîne de caractères directement ou bien une variable définie sous forme de chaîne de caractères, point, le nom d'une méthode. Et éventuellement un ensemble de paramètres. On va voir qu'il y a des méthodes qui peuvent avoir des paramètres et il y en a d'autres qui n'ont pas de paramètres. Voilà, donc la première méthode qu'on va voir, c'est la méthode AND-SUITE. Donc elle est utilisée de la manière suivante. Donc une chaîne, un objet de type chaîne, point, la méthode AND-SUITE. Et entre parenthèses, on précise un suffixe. Cette méthode renvoie un booléen. C'est true si la chaîne str qui appelle la méthode se termine par la chaîne suffixe et false sinon. Par exemple, si on définit la variable s, on va souvent travailler avec cet exemple. Si s est égal à la chaîne de caractères je fais du Python, et qu'on définit la variable a qui va recevoir la sortie, ou bien la valeur renvoyée par la méthode AND-SUITE, appelée par l'objet s, et entre parenthèses, on précise le suffixe on, a sera égal à true parce que la chaîne de caractères je fais du Python se termine par on, par le suffixe. Par contre, si on fait appel, on définit une variable b avec la valeur s.AND-SUITE et entre parenthèses on précise le suffixe er, b sera égal à false. Donc avec la fonction AND-SUITE, on peut voir est-ce qu'une chaîne str se termine par un suffixe donné ou non. Et un exemple d'application de cette méthode, c'est le fait de, à partir d'un mot, préciser est-ce qu'il peut s'agir d'un verbe du premier groupe, par exemple, ou non. Bien sûr, d'autres conditions doivent être remplies pour avoir ça. Voilà, ça c'est la méthode AND-SUITE. La deuxième méthode, c'est la méthode STAR-SUITE. Que cette méthode, il teste si une chaîne str, il débute par un préfixe. Donc il renvoie un booléen true si la chaîne str qui appelle la méthode STAR-SUITE commence ou débute par le préfixe donné, et false sinon. Si on fait appel à cette méthode de la même manière pour le premier exemple, mais cette fois avec le préfixe je, donc si on écrit a égale à s.STAR-SUITE, et entre parenthèses, on lui donne comme préfixe je, donc a sera égal à true. Pour b, ça sera égal à false parce que la chaîne je fais du Python ne commence pas par le. Voilà.
Donc c'est un exemple d'application de cette méthode. Un exemple d'application de cette méthode, c'est pour les numéros de téléphone par exemple. Est-ce qu'il commence par 06, 05, 07, etc. ou non? Sinon, ça sera pas un numéro de téléphone valable. Voilà, ça c'est la méthode start suite. Une troisième méthode, c'est la méthode useAllNum. Donc cette méthode renvoie true. Il n'a pas de paramètres. Il renvoie true si la chaîne qui appelle la méthode est composée uniquement de caractères alphanumériques, c'est-à-dire soit des caractères de l'alphabet, soit des chiffres, de 0 jusqu'à 9. Et false, sinon, on rappelle que le caractère espace est un symbole. Donc ça veut dire que, par exemple, si on définit S de la même manière avec la chaîne je fais du Python, bah, s.isAllNum renvoie la valeur false, car la chaîne qu'on a définie, je fais du Python, contient des espaces qui sont des symboles. Si on élimine les espaces, cette méthode pour cette variable, il va renvoyer true. Un exemple d'application de cette méthode, il y en a plusieurs, on les donne à titre d'illustration uniquement. Un exemple d'application, c'est de, par exemple, tester est-ce qu'un numéro de carte d'identité est correct ou non. C'est très bien qu'un numéro de carte d'identité est composé uniquement de caractères et de chiffres. La méthode isAlpha. Donc cette méthode renvoie également un booléen. En programmation, il y a une règle qui dit que toutes les méthodes qui commencent par le préfixe is renvoient des booléens. Donc isAlpha renvoie un booléen, true ou false, en fonction est-ce que la chaîne qui appelle la méthode est formée uniquement de caractères alphabétiques ou non. Si on fait, par exemple, on déclare la chaîne s égale je fais du Python, on appelle la méthode isAlpha pour cette chaîne s, ben, le résultat, la valeur de retour, ça sera false parce que les espaces ne sont pas des alphabets. Voilà. Un exemple d'application de cette méthode, c'est par exemple tester si un nom d'une personne, par exemple, est-ce qu'elle est valide? Bien sûr, on suppose qu'il n'est pas composé ou il ne contient pas le caractère tiré ou bien d'autres caractères, d'autres symboles. La méthode isDigit. Il renvoie également un booléen pour tester est-ce que une chaîne est formée uniquement de chiffres ou non. Donc si on déclare par exemple une variable s qui contient la valeur 0,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et une deuxième variable t qui contient la chaîne de caractères plus 33, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ben s.isDigit renvoie true parce que s il est composé uniquement de chiffres, de nombres, des digits des nombres. La méthode isDigit pour la variable t, elle renvoie false parce qu'il contient le symbole plus. Ce n'est pas un chiffre. Voilà, pour la méthode isDigit. La méthode lower. Là également, c'est une méthode qui n'accepte aucun paramètre. Il permet de retourner une chaîne de caractères en convertissant tous les caractères de la chaîne de l'objet qui appelle la méthode, c'est-à-dire str, en caractères minuscules. Par exemple, pour notre chaîne, je fais du Python. Vous voyez que la chaîne commence par un caractère majuscule, J, et Python, c'est en P majuscule. Donc si on fait appel à cette méthode, en stockant sa valeur de retour dans une variable A, donc la variable A recevra la même chaîne, mais en caractères tous en minuscules. Je fais du Python. Voilà. Un exemple d'application de cette méthode, c'est par exemple dans la recherche de fichiers dans un ordinateur. Donc, on ne doit pas être sensible à la casse, c'est-à-dire
chercher le mot tel qu'il a été écrit. Il faut le convertir en minuscule ou bien en majuscule avant de commencer la comparaison. Voilà. En majuscule, c'est la méthode upper. Donc la méthode upper, il fait le même travail, mais il renvoie la même chaîne en majuscule. Donc, pour notre exemple, je fais du Python. Si on appelle la méthode upper, on recevra en retour, donc la variable A, il va être je fais du Python, mais en caractère tout majuscule. Même exemple d'application. Il y a en parallèle les mêmes méthodes, lower et upper, mais qui commencent par is pour tester est-ce qu'une chaîne de caractères contient que des caractères en minuscules ou non. Donc is lower, il renvoie un booléen. Si la chaîne str qui appelle la méthode est composée de caractères tous en minuscules, il renvoie true, sinon il renvoie false. Pour notre chaîne je fais du Python, tel qu'on l'a écrit depuis le premier exemple, is lower il va renvoyer false, donc A est égal à false parce que il y a deux caractères en majuscules. Is upper, il fait la même chose, il teste, mais cette fois, est-ce qu'une chaîne de caractères str est composée de caractères tous en majuscules? Il renvoie true dans ce cas, et false sinon. Donc, je teste. Donc, si je fais appel à cette méthode, sur la variable s, on va envoyer la valeur true. Donc, pour les espaces, on va revenir à ça. Pour les espaces, que ce soit pour la méthode isLower ou bien isUpper, si la chaîne contient que des espaces, les deux méthodes, ils renvoient false. Par contre, s'il y a un espace entre les caractères, il suffit que tous les caractères, ils sont en minuscule ou bien en majuscule pour que l'une des méthodes ou l'autre renvoie true. En d'autres termes, vous voyez que pour la chaîne je teste, même s'il y a un espace entre le premier mot et le deuxième, la chaîne renvoie true. Par contre, si S contenait que des espaces, cette méthode va renvoyer false. Voilà. La méthode strip. La méthode strip, il permet de renvoyer une chaîne en supprimant tous les espaces du début et de la fin. Donc, par exemple, on a défini une chaîne. Vous voyez qu'après les double quotes, on a écrit plusieurs espaces, puis je fais du Python, puis plusieurs espaces à la fin. Donc, si on fait appel à la méthode strip, sans paramètre, il va envoyer la même chose, la même chaîne, sauf que les espaces de début et de fin, ils ont été supprimés. C'est très pratique lorsqu'on fait par exemple une recherche sur Internet ou bien si on cherche un fichier sur notre ordinateur, de supprimer les espaces de début et de fin. Comme ça, on va faire une recherche pertinente. La méthode replace. La méthode replace, il permet de renvoyer une chaîne en remplaçant un caractère ou bien une série de caractères représentés par le mot old, par le paramètre old. C'est le premier paramètre, vous l'appelez ce que vous voulez. L'essentiel, c'est qu'une série de caractères, c'est une chaîne de caractères. On va remplacer cette chaîne de caractères old par une chaîne de caractères new plusieurs fois. Et exactement, c'est un nombre n fois. Exemple, si on définit la chaîne bonjour tout le monde, et on fait appel à cette méthode replace, en donnant comme premier paramètre la chaîne old, c'est O minuscule. La chaîne new, c'est O majuscule. Et la valeur de n, c'est 3. C'est-à-dire qu'on cherche, on voit très bien que dans la chaîne de caractères bonjour tout le monde, le caractère O minuscule, il existe 4 fois. Nous, on cherche à modifier chaque O de cette chaîne en O majuscule, mais uniquement 3 fois. C'est ce qu'on aura bonjour
tout le monde, donc le dernier O, le O du mot monde, ne sera pas affecté. Voilà. La méthode FIND, si vous voulez tester si une sous-chaîne existe dans une chaîne ou non. Donc il va envoyer un indice, un entier, de la première occurrence de la sous-chaîne SAB dans la chaîne STR. M-1 si la chaîne SAB ne se trouve pas dans la chaîne STR. Si on teste cette méthode pour la chaîne bonjour tout le monde, par exemple A égale à S.find et entre parenthèses on donne la chaîne OU, A sera égal à 4. Parce que OU, la première occurrence de OU, il y a deux occurrences de OU dans cette chaîne, bonjour tout le monde. La première occurrence, c'est à la 5e position. Et on sait très bien que l'indexation des chaînes, comme l'indexation des collections, des listes et des tuples, il commence le premier caractère par 0. Donc B c'est d'indice 0, O c'est d'indice 1, N d'indice 2, J d'indice 3 et O c'est d'indice 4. Donc le premier OU, il se trouve à l'indice 4. Donc A c'est 4. Là, le deuxième test pour ER, ER c'est une sous-chaîne qui ne se trouve pas dans la chaîne donnée, dans bonjour tout le monde. Donc B sera égal à moins 1. Voilà pour la chaîne, pour la méthode FIND. La méthode index. La méthode index, il fait la même chose. On ne va pas avoir d'exemple dans ce cas. C'est comme la méthode de index pour les collections, pour les tuples ou pour les chaînes. Il permet de envoyer l'indice de première occurrence de la sous-chaîne SAB dans la chaîne STR. Mais cette fois, on va envoyer une erreur de type value error si la chaîne SAB ne se trouve pas dans STR. Voilà. La méthode airfind. La méthode airfind, il renvoie l'indice, cette fois on va envoyer l'indice de la dernière occurrence de SAB dans STR, M-1 si non trouvé. D'autres termes, si on utilise cette méthode pour la chaîne bonjour tout le monde, avec comme sous-chaîne de caractère, on va donner le mot ou, avec comme paramètre, on va donner le mot ou, on va envoyer la valeur 9, parce que ou, la dernière occurrence, c'est-à-dire la deuxième occurrence, il n'y en a que deux. Donc il y a le premier ou se trouve à l'indice 4, le deuxième ou il se trouve à l'indice, donc 5, c'est E, 6 c'est R, 7 c'est l'espace, 8 c'est T, et 9 c'est le début du deuxième ou, donc c'est 9. Voilà. Ça c'est la méthode airfind. On peut utiliser cette fonction comme exemple d'application pour tester si une adresse email, par exemple, s'il s'agit d'une adresse email valide ou non. C'est-à-dire trouver la dernière occurrence du point et la dernière occurrence du caractère arabesque, voir est-ce qu'il y a un point après l'arabesque ou non. Si l'indice de la dernière occurrence du point est supérieur à l'indice de la dernière occurrence de l'arabesque, ça veut dire qu'il y a un point après l'arabesque. Donc on peut voir les autres tests pour tester s'il s'agit d'une adresse email valide ou non. La méthode suivante, c'est la méthode count. Donc sa syntaxe, c'est une chaîne de caractères pour la méthode count, et entre parenthèses, qu'est-ce qu'on donne? On donne la chaîne CH, qu'on cherche à calculer son nombre d'occurrences dans la chaîne STR. Vous pouvez donner un indice de début et un indice de fin, ou non, vous pouvez utiliser uniquement CH. Ça, c'est le comportement par défaut de cette méthode. Vous devez donner une sous-chaîne que vous allez chercher dans
dans la chaîne de départ, dans str, ou bien vous pouvez préciser également les indices, dans quelle partie de la chaîne vous voulez calculer le nombre d'occurrences. Donc cette méthode renvoie le nombre d'occurrences de ch dans str, ou bien dans une sous-chaîne de str si les indices début et fin sont donnés. Exemple pour la chaîne bonjour tout le monde. Donc s.count ou ch, 0 c'est l'indice de début et 12 c'est l'indice de fin. On voit très bien que 12 ça correspond à, et on fait le calcul, c'est le dernier espace, c'est le deuxième espace, pardon, de la chaîne bonjour tout le monde. Donc on va chercher le ou dans bonjour tout. Bonjour espace tout espace. Donc ou il existe dans cette sous-chaîne deux fois. La deuxième utilisation peut par exemple compter le nombre d'espaces de la chaîne. Donc ici on a donné uniquement la valeur de ch, c'est-à-dire l'espace, et l'espace il se trouve 3 fois dans cette chaîne. Voilà pour la méthode count. Un exemple d'application de cette méthode, c'est pour par exemple compter le nombre de voyelles d'une phrase par exemple. Voilà. La méthode suivante, c'est une méthode très importante, c'est la méthode split. La méthode split, il permet de renvoyer une liste à partir d'une chaîne de caractères donnés en partitionnant la chaîne donnée en fonction du séparateur qu'on va spécifier. Donc cette méthode, il accepte deux paramètres, le séparateur qu'on cherche à utiliser et la valeur de max split, c'est-à-dire le nombre de partitions qu'on cherche à créer. C'est moins 1 par défaut, ça veut dire qu'on va utiliser le séparateur autant de fois que nécessaire, que ça existe dans la chaîne qui appelle la méthode, dans str. Moins 1, ou bien vous pouvez préciser la valeur de max split si vous voulez, ne pas faire plusieurs partitionnements. Par exemple, si notre chaîne c'est bonjour, je m'appelle Ali, j'ai 20 ans, et on fait un split sur le caractère virgule, on aura une liste qui sera formée du mot bonjour, je m'appelle Ali et j'ai 20 ans, c'est-à-dire on va partitionner la chaîne en 3 parties. Si on utilise la méthode split cette fois pour le caractère espace, mais à condition d'utiliser max split avec la valeur 2. Ça veut dire qu'on cherche à faire deux partitionnements. Et pour la troisième partie de la chaîne, on va la garder telle qu'elle est. Donc le premier espace, c'est après la première virgule. Donc on va prendre le premier mot, c'est bonjour, virgule. Le deuxième espace, c'est immédiatement après le mot je. Donc le deuxième mot de la liste, c'est je. Le reste, on va le prendre tel qu'elle est. Donc m'appelle, espace Ali, virgule, espace G, espace 20, espace en. Ce sera la troisième chaîne de cette liste. Donc on peut préciser ça en cas de besoin. Généralement, on utilise la méthode split sans préciser la valeur de max split. Mais vous avez la méthode, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Voilà. Un exemple d'application, on vient de le voir. Split, si vous utilisez espace ou bien virgule ou bien n'importe quel autre caractère, des caractères spéciaux qui séparent les mots d'une phrase, vous pouvez compter le nombre de mots d'une phrase, par exemple. Voilà. Mais à condition que cette phrase, que cette chaîne de caractères soit bien formatée. Voilà. La dernière méthode qu'on va voir avant de passer aux exercices d'application, c'est la méthode join. Il fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il prend une liste ou bien un tuple composé de chaînes de caractères et il renvoie une chaîne de caractères en ajoutant le séparateur qui appelle la méthode
entre chaque deux mots consécutifs de la liste ou bien du tuple. Donc, cette méthode renvoie une chaîne de caractères formée des mots d'une collection en ajoutant sep entre chaque deux mots consécutifs de str. Par exemple, si le séparateur c'est un tiré et que la séquence qu'on cherche à concaténer c'est la séquence formée de trois chaînes de caractères, trois caractères A, B et C. Donc S.join de la séquence, donc on cherche à faire la concaténation de la séquence ou bien des éléments de la séquence en utilisant le séparateur tiré. Ben, le résultat, ce sera entre chaque deux mots consécutifs, c'est-à-dire entre A et B, on aura un tiré. Donc ce sera A-B. Entre B et C, on aura un tiré. Et puisque C c'est le dernier caractère, on va arrêter ici. Donc ce sera A-B-C. Ça, pour la méthode join. C'est tout pour les chaînes de caractères. J'espère que c'était clair pour vous. Pour plus de précision, plus d'éclaircissement et plus de pratique, on va passer aux exercices. Les prochaines vidéos, on va essayer d'appliquer ces méthodes pour résoudre un certain nombre d'exercices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentant cette vidéo. Une chose très importante, n'oubliez pas de regarder à chaque fois les descriptions de chaque vidéo. Vous allez trouver des documents. Par exemple, dans cette vidéo, vous allez trouver le document qu'on a survolé. Ça va vous permettre de suivre très bien votre cours. Et essayez de regarder cette vidéo plusieurs fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci.